séries télévisées, la Grande-Bretagne post-Première Guerre mondiale dans Downton Abbey et Peaky Blinders. Il a récemment communiqué à la journée d'études fiction historique, enjeux théoriques et idéologiques, Rome, une fiction pour recherche historique et représentation culturelle. Victor, vous avez la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord donc remercier les organisateurs de cette journée pour toute l'organisation qui jusque-là est parfaite. On n'a pas encore eu de problème technique, ce qui pour un colloque est suffisamment rare. Donc je vais le dire et comme ça arrivera pour ma présentation. Des lendemains de Première Guerre mondiale différents, en vous proposant une approche intersectionnelle de Peaky Blinders et de Downton Abbey. En 1998, David Carradine commençait son ouvrage Class in Britain en expliquant qu'une croyance importante restait non seulement en Grande-Bretagne, mais également dans le monde, que la hiérarchie sociale, tout comme la météo et la royauté, sont des préoccupations tout particulièrement britanniques. Et il ajoute que cette conscience de classe s'illustre dans ses variations, parce que, et je cite, « Les Britanniques pensent tout le temps à qui ils sont, dans quelle société ils vivent, et quelle est leur place dans cette dernière ». Dans cet ouvrage, il pose les bases d'une nouvelle analyse des classes sociales au Royaume-Uni, le tournant linguistique. Il se concentre ainsi sur un des indicateurs de la conscience de classe, le vocabulaire. Les classes ont un langage, et en suivant en fait les travaux de Stuart Hall et des Cultural Studies britanniques, je propose que ce langage soit aussi sériel. Un autre jalon théorique de cette communication est le travail de Benedict Anderson, notamment dans son livre fondateur en 1983, Imagined Communities. Dans ce livre, il démontre que c'est en imaginant, en représentant et en s'adressant à une communauté que l'on forme en partie cette dernière. Les productions culturelles jouent donc un rôle majeur dans la construction des identités, à plus forte raison nationale, et participent au façonnement de ces dernières. Les identités de classe, de genre, de race ou encore sexuelles des personnages de ces productions jouent donc un rôle majeur dans la construction de cet imaginaire collectif, dans lequel s'intègrent les publics. Au Royaume-Uni, 2 séries, souvent comparées en fait, contribuent à la fondation de ces identités. Downton Abbey, de Julian Fellowes, diffusé sur ITV1 entre 2010 et 2015, et Peaky Blinders, de Stephen Knight, diffusé sur la BBC Two entre 2013 et aujourd'hui. Et c'est l'analyse au croisement de ces deux séries et de ces 2 récits autour de la Première Guerre mondiale que je me propose de vous présenter. Downton Abbey, ça fonctionne, de son côté, représente les tribulations d'une famille aristocratique du Yorkshire, les Crawley et la vie quotidienne de leurs domestiques entre 1912 et 1925. La série s'inscrit en cela dans la lignée des heritage films, un genre qui a connu son apogée sous les gouvernements de Margaret Thatcher et dont plusieurs chercheurs analysent actuellement le retour. L'histoire de la famille est mise en parallèle avec l'histoire des domestiques de cette dernière, et représentant ainsi le schéma, désormais classique du upstairs-downstairs, maître et valet, tiré de la série du même nom diffusée entre 71 et 75. Ce schéma narratif permet de définir plus facilement, par opposition avec les domestiques, ce qu'est l'aristocratie britannique de cette époque. Peaky Blinders, de son côté, retrace le parcours du gang éponyme, plus ou moins fictif, et des membres qu'il compose. Elle s'attarde également sur la famille qui dirige le gang, les Shelby, une famille gitane de la classe ouvrière de Birmingham, et leur lutte incessante pour échapper à la condition à laquelle leurs origines les destinent. Après le bouleversement social et psychologique induit par la Première Guerre mondiale, leur ascension sociale ne semble possible qu'en passant par le crime et la violence. Les 2 séries se répondent donc, tant par leur sujet, leur période, que par leurs showrunners. En effet, Julian Fellowes est lui-même aristocrate. Il est intronisé baron à vie en 2011, ce qui lui permet de siéger à la Chambre des Lords. La vision qu'il propose dans sa série est conservatrice et présente une société britannique apaisée et stable dans cette période de bouleversement. Dans la série, la place de chaque individu, qu'il soit comte ou valet, ne trouve son sens que dans sa relation aux autres habitants et habitantes de la maison. Peu importe la position occupée par les unes et les autres, dans l'échelle sociale, l'essentiel est que chacun trouve son rôle dans la communauté. Mais ce parallèle entre la vie du showrunner de la série ne s'arrête pas là. Les Carnarvon, les propriétaires du château de Highclere où est tournée en grande partie de la série, sont ses amis proches, et une grande partie du scénario est ainsi inspirée des archives familiales des Carnarvon du début du XXe siècle. Julian Fellowes s'est également inspiré de nombreux autres récits et de l'histoire de l'aristocratie britannique du début du siècle pour nourrir son scénario et son histoire. Les Crawley devenant ainsi une famille britannique noble, générique. De son côté, Stephen Knight est lui-même un Brumie, donc un habitant de Birmingham, et il revendique de représenter une histoire populaire sur le petit écran britannique, de s'éloigner des canons du genre heritage et de ses country house, et il revendique également de représenter d'autres paysages que ceux de la campagne britannique traditionnelle ou de Londres. Il fait donc le choix de représenter la 2e plus grande ville du royaume, ainsi qu'un quartier pauvre et industriel de cette dernière.
Il revendique enfin de faire entendre à la télévision d'autres types d'accents. Une partie de sa posture est donc militante, ou tout du moins revendicatrice, de proposer d'autres types de récits et de corps à la télévision. Tout comme Gillian Fellows, le scénario de la série est également en lien avec sa propre histoire familiale et personnelle. Son grand-oncle était lui-même un Peaky Blinders, donc est le terme générique qui désigne les gangs de Birmingham au tournant du XXe siècle et jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Les deux séries se répondent également sur les thématiques abordées. Par exemple, celle de certains rapports de domination et de discrimination, notamment selon un angle intersectionnel, et c'est donc l'objet de ma présentation. Je commencerai par l'analyse de deux agressions sexuelles. Je le précise tout d'abord, abordant ce thème des violences faites aux femmes, je ne diffuserai pas des images des agressions sexuelles ni d'extraits de ces deux séries. Au sein du clan Shelby, les femmes jouent un rôle d'importance et s'illustrent de multiples manières comme des figures d'autorité dans cette société criminelle et populaire. Un fait historique que décrit très bien Carl Sheen dans un livre en 1988 intitulé They Work All Their Lives, Women of the Urban Poor in England. Elles font toutes face à plusieurs dominations qui s'adjoignent à celles du genre. Tout d'abord, bien évidemment, celle de la classe sociale, mais également celui de la race. Polly Gray, la tante de la famille et matriarche pendant la guerre, est considérée comme une gypsy queen, une descendante d'une grande famille de gitans, et tandis que cette position lui offre des passe-droits parmi ses communautés, elle est aussi à l'origine de discrimination, et notamment de son viol à la fin de la saison 2. Polly Gray, alors qu'elle tente de faire libérer son fils, Michael, en prison pour un banal motif, se voit proposer par le chef de la police, Campbell, d'échanger des faveurs sexuelles en échange de l'abandon des charges. S'ensuit une scène où l'opposition farouche de Polly se change en résignation, et elle reprend brièvement le contrôle de l'échange et de la situation avant que Campbell ne finisse par la violer. Downton Abbey a également sa scène d'agression sexuelle, dans la saison 4 cette fois-ci, et c'est Anna, le personnage qui incarne la douceur et la bienveillance dans la maison, qui est agressée sexuellement. Lors d'un concert qui se déroule au rez-de-chaussée, elle est violée par Mr. Green, le majordome de Lord Gillingham, l'un des prétendants de Marie Crowley, l'aîné de la famille. Éric Fassin, dans un chapitre d'un livre, appréhende la violence sexuelle à la fois comme une réalité physique, ce dont témoigne la systématicité de son usage à l'encontre du corps des femmes, une véritable arme domestique, arme policière ou militaire, ainsi que comme un langage symbolique qui réitère les frontières de genre, mais également les frontières de classe, de couleur et de nationalité. Il montre ainsi comment la mise en discours de la violence, notamment par les productions cinématographiques, constitue un enjeu de pouvoir qu'il convient donc d'analyser. Dans les deux séries, les facteurs de domination entourent les deux personnages et sont au cœur de leur agression sexuelle. Tandis que dans Peaky Blinders, Campbell traite Polly de gitane, républicaine et pute, quelques minutes plus tard, alors que Michael sort de la prison grâce à l'accord, entre gros guillemets, conclu par sa mère, il reproche à cette dernière son geste. Les gardiens ont été mis au courant et lui ont raconté l'histoire en rigolant. Il assène donc à sa mère, qui les comprend, et c'est vrai que c'est hilarant. Tandis que dans Downton Abbey, les dominations ne sont pas aussi clairement exprimées, le genre d'Anna reste un critère central des policiers pour remettre en cause sa version de l'agression. N'a-t-elle pas séduit Mr. Green ? Dans les deux cas, l'accusation revient finalement sur la victime. Le jugement de la sexualité féminine, la honte du viol et de l'agression sexuelle, qui rejaillit avant tout sur la victime, sont dans les deux séries représentées. Mais tandis que l'une des deux vise à dénoncer précisément une institution et sa corruption, ici policière, l'autre se contente d'être un acte marginal, indépendant, et c'est avant tout la violence d'un homme de la classe populaire qui transparaît. De plus, alors que Polly est actrice de sa propre résilience, mène sa vengeance lorsqu'elle tue Campbell dans l'épisode suivant, la résilience d'Anna n'est pas tant montrée que plutôt la réaction de son mari, Bates, et comment lui vit l'agression de sa femme. C'est son comportement, sa possible vengeance qui occupe les épisodes suivants. Deux représentations assez similaires d'un même acte découlent sur deux propos complètement différents. Tandis que l'un illustre l'intersectionnalité des discriminations, tout en permettant à son personnage de les affronter, l'autre se contente finalement de les reproduire en ne parvenant pas à mettre suffisamment de distance avec la représentation. Dans un second temps, je m'attarderai sur l'analyse des vétérans et de leur insertion ainsi que de leur traumatisme. La position sociale d'Anna fait ainsi également que Mr. Green est protégé d'elle par son employeur. Très haut dans la hiérarchie sociale, Lord Gillingham protège son domestique. Finalement, c'est Anna elle-même qui finit en prison lorsque Mr. Green est assassiné quelques épisodes plus tard. L'institution judiciaire ajoutant la dernière pierre à l'édifice des dominations et des discriminations reposant sur cette dernière. Cette institution judiciaire et policière est également remise très largement en cause par Thomas Shelby, donc le personnage principal de Peaky Blinders, au début du deuxième épisode de la première saison. Alors qu'il organise un immense feu de joie, avec des portraits du roi George V, il convoque la journaliste et lui dit ainsi « N'allez pas croire que ces gens manquent de respect au roi, c'est même l'inverse. Nous ne voulons pas que notre bon roi nous voie ce que l'on nous fait subir, alors nous décrochons ces portraits. » Derrière cette provocation, Thomas Shelby dénonce astucieusement les exactions de la police sous la nouvelle direction de Campbell, fraîchement démarquée à Birmingham lors de l'épisode précédent.
Mais il est impossible de ne pas penser également au traitement des vétérans, qui occupe très généralement cette première saison et même la série tout entière. Lorsque Thomas poursuit en disant « Nous avons vécu l'enfer pour notre roi, nous avons essuyé le feu des canons ». Et donc cette question de la réinsertion des vétérans occupe plusieurs scènes tout au long de la série, que ce soit les différents flashbacks traumatiques des personnages, leur incapacité à revenir à la vie civile, l'omniprésence de la violence dans leur vie, mais également l'expérience de la guerre comme un facteur de solidarité et de rassemblement. Ainsi, c'est également un argument mis en avant par Freddie Thorne au début du premier épisode lorsqu'il organise la grève. Ils ont fait la guerre, ont été à la Somme et n'ont reçu aucun remerciement, aucune compensation, continuent d'être pauvres et ne pas avoir le fruit de leur sacrifice. Si l'on retourne à la définition de l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'analyse des facteurs de domination et de discrimination sur une personne, alors s'intéresser aux vétérans et aux traumatisés de la guerre, c'est de l'intersectionnalité. Dans un article posthume, et sans mobiliser ce concept, l'historien George Moss analyse le shell shock, donc globalement le PTSD de la Première Guerre mondiale, comme une maladie sociale. C'est à la fois une maladie mentale et un préjudice social qui porte sur les individus qui en sont atteints. Moss explique ainsi que les hommes souffrant de l'obusite sont perçus comme des sous-hommes, des efféminés, des outsiders. Les vétérans abîmés par la guerre sont ainsi à l'intersection de plusieurs discriminations et sont mis au banc de la société. C'est ce long combat pour la réinsertion qui est le fil directeur de Peaky Blinders, qui représente très précisément ces différents problèmes. Plusieurs scènes tentent ainsi de représenter ce que peuvent vivre des vétérans, de se rapprocher de l'expérience concrète du traumatisme et de donner à voir aux spectatrices. Et donc j'aimerais ici vous diffuser 2 extraits. Le premier, alors que Freddie Thorne et Thomas Shelby discutent dans le Garrison, le pub des Peaky Blinders, Danny fait irruption en pleine crise. Le deuxième extrait que je voudrais vous montrer est une représentation stylisée de la définition même du traumatisme. Malgré l'utilisation abusive que l'on fait du terme, le traumatisme est ainsi défini en psychologie comme l'irruption de la mort dans la psyché et la conscience d'un individu. Pardon.
Comme vous l'avez vu, donc, le montage, la musique, l'angle de la caméra, toutes les spécificités du médium audiovisuel sont au service de cette représentation du traumatisme et de le rendre tangible pour les spectateuristes. En effet, l'allemand qui symbolise la mort irrupte littéralement dans la psyché de Thomas. Et cela, en fait, marque une énième opposition et différence avec Downton Abbey. En effet, le shell shock est également représenté dans cette dernière. Mais l'espace d'un seul épisode. Un vétéran, Henry Lang, est recruté comme valet de pied. Mais son traumatisme l'empêche d'être efficace dans son travail. Il sursaute à chaque bruit, fait des cauchemars et réveille la maison tout entière. Aussi, au bout d'un épisode à peine, il est évincé de la maison. Une pure représentation de sa maladie sociale que représente le buste. Mais puisqu'elle est filmée du point de vue de la famille et de Robert Crowley, le patriarche qui doit prendre cette décision, elle reproduit cette intersectionnalité et la justifie même. Plutôt que d'adopter le point de vue des vétérans et de leur traumatisme, de faire saisir et comprendre ce que peut représenter un tel choc, la série choisit un point de vue extérieur qui légitime le renvoi d'Henry Lang. Le retour de la guerre est pourtant également présenté dans Downton, à travers deux personnages. Matthew Crowley, l'héritier de la famille, qui revient du front paralysé suite à un choc à la colonne vertébrale, et Thomas Barrow, le valet de pied, qui avait décidé de s'engager dans le conflit pour s'émanciper. Mais cette représentation du retour de la guerre pose beaucoup de problèmes, notamment, une nouvelle fois, de reproduction des discriminations. En effet, très vite, Thomas Barrow se rend compte de l'horreur de la guerre, qu'il ne peut pas la supporter, et alors qu'il pleure une nouvelle fois un soir, il décide de s'infliger une Blighty Wound, donc une blessure sérieuse, suffisante pour quitter le front, mais pas mortelle. Le problème avec cette blessure auto-infligée est qu'elle contribue à la caractérisation du personnage. Thomas Barrow est le réceptacle de tous les défauts. Il incarne ce personnage que l'on adore détester. Il est lâche, jaloux, menteur, fourbe et ambitieux. Et le problème étant que cette caractérisation colle à un stéréotype sexuel, puisque ce dernier est également homosexuel. Son orientation sexuelle est au cœur de plusieurs arcs narratifs, et les Crowley, ainsi que les domestiques de la famille, se montrent très ouverts à son orientation. C'est la société britannique en général qui apparaît s'y opposer. Robert Crowley devant même intervenir pour protéger son valet d'une dénonciation. Mais ce n'est pas la famille qui discrimine Thomas, c'est la série elle-même qui en fait une représentation profondément problématique et homophobe. Enfin, quelques points que je voudrais évoquer rapidement et qui me semblent importants dans ces deux séries, mais qui ne justifient pas à eux-mêmes un développement complet par crainte de certaines redites. Pardon. Ah, putain. Tout d'abord, dans cette optique de lisser l'histoire britannique, de la rendre consensuelle, Downton Abbey sacrifie sa représentation des suffragettes. Dans la première saison, Sibylle, la cadette de la famille, milite pour le droit de vote des femmes, et plus généralement pour l'émancipation de ces dernières. Une volonté louable et louée, mais sa démarche est pacifique, calme et uniquement centrée sur la question de genre. Pourtant, de nombreuses suffragettes avaient déjà réfléchi et conceptualisé que la lutte féministe ne pouvait s'épargner les questions de classe sociale ou de race. Cette complète absence des autres revendications du mouvement suffragiste permet à la série de montrer l'aboutissement de cette lutte pour le droit de vote, et ainsi de valoriser la Grande-Bretagne, de montrer l'avancée de cette question et de cette revendication, et ainsi de créer une image pacifiée de la Grande-Bretagne. Il en va de même pour le personnage de Tom Branson, le chauffeur irlandais de la famille, et il incarne à lui seul plusieurs discriminations et dominations auxquelles peut faire face un individu dans cette société. Pourtant, hormis quelques commentaires sur ses opinions politiques autour de l'indépendance irlandaise, il est aussi très consensuel, à tel point qu'il finit par oublier toutes ses idées et ses idéaux lorsqu'il rejoint la famille Crowley par son mariage avec Sibylle. Et après le décès de cette dernière, il reste à Downton et est encore dans le film, donc qui se passe une dizaine d'années après le décès de sa femme, un des personnages principaux. Cette mise sous silence des différentes luttes de la période est un processus de domination, notamment de classe, de la part de son showrunner. Au contraire, dans Peaky Blinders, alors que les personnages masculins souffrent de plusieurs discriminations, cela ne les empêche pas d'être également, d'en perpétuer eux-mêmes, notamment de genre, sur les femmes les entourant. Les questions non formulées de charge mentale, de travail domestique et même tout simplement de travail administratif sont évoquées. Mais les femmes s'y opposent plusieurs fois, et allant même jusqu'à entrer en grève. Et la mise en scène de la série reprend alors les caractéristiques qu'elle utilise d'ordinaire pour représenter les hommes, notamment les ralentis et les slow motion lors de leur marche. Les femmes luttent, donc elles sont esthétisées et magnifiées. Alors que la série reproduit également certaines discriminations, en minimisant notamment les personnages féminins, elle s'illustre aussi dans la valorisation de toutes les luttes, et devient donc une série intersectionnelle. Pour conclure, les deux séries sont intéressantes à comparer, tant pour leur opposition scénaristique, l'une se concentrant sur les hautes classes de la société britannique, tandis que l'autre se concentre sur les classes populaires, mais également pour un bon nombre d'oppositions qui structurent le récit. Tandis que Downton Abbey souhaite présenter une société idéalisée, calme et plus ou moins apaisée,
Peaky Blinders fait une part belle aux oppositions et aux dissensions qui structurent la société britannique en ce lendemain de Première Guerre mondiale. Stephen Knight, le créateur de la série, propose une histoire proche du peuple qui prend le contre-pied de la perspective adoptée dans Downton Abbey, représentant une société britannique bien plus diversifiée et surtout les multiples discriminations de cette période. Tandis que Julian Fellowes utilise l'intersectionnalité et les différents facteurs de discrimination sur des individus pour magnifier l'histoire du Royaume-Uni, en les oubliant, il minimise ces mêmes discriminations, en les représentant comme individuelles, perpétrées par certains individus, plutôt que structurelles et endémiques du fait de la société britannique dans son ensemble. Les personnages n'ont jamais à lutter contre ces dernières. Ce procédé lui permet de proposer l'image d'une nation unie et unifiée. Peaky Blinders, de son côté, n'hésite pas, au contraire, à montrer l'intersectionnalité des discriminations pour montrer de nouvelles identités à l'écran et de nouveaux personnages sur le petit écran britannique. La série présente également l'agentivité de ces personnages, et plutôt qu'une société immuable où les dominations existent, le quartier de Small Heath est rempli de figures œuvrant pour le changement, affrontant les discriminations et ne sont jamais la moindre d'entre elles, restant en travers de leur chemin. Cette deuxième vision, tout aussi idéalisée que la première, a le mérite de renverser la perspective, le roman populaire étant nécessaire pour contrecarrer le roman aristocratique. Ainsi, la réalisation suit la démarche des deux auteurs. Tandis que Downton Abbey adopte une réalisation très académique et classique lorsqu'elle s'attarde dans les étages supérieurs, dès lors qu'elle franchit l'escalier menant à l'étage inférieur et au Servants' Hall, elle décide d'adopter une caméra à l'épaule et une réalisation plus dynamique. Du propre aveu des réalisateurs, cette variation dans la réalisation sert l'histoire, tandis que l'objectif est de montrer le calme de l'élite, le mouvement lors des scènes dans les étages inférieurs, et de montrer l'énergie et le dynamisme. Le chaos qui pouvait se dégager également de la fébrilité des domestiques. Mais cet argument ne s'entend pas, parce que nous ne voyons jamais ce chaos de la domesticité, autrement que dans ce procédé de mise en scène. De son côté, Peaky Blinders magnifie les criminels, esthétise la violence et adopte une réalisation très léchée et stylisée pour représenter cet underworld. Stephen Knight contrebalance ainsi le sujet de la série, la criminalité et la discrimination des femmes, des vétérans déracisés, du milieu populaire des quartiers nord de Birmingham, en leur rendant leur magnificence, en les esthétisant au maximum. Le male gaze, objectivant les corps, les démarches et les attitudes des Peaky Blinders, permet de redonner leur splendeur à des individus à l'intersection de plusieurs dominations. Cette réflexion a pour but d'ouvrir la discussion sur d'autres analyses en s'inspirant du travail donc, de Stuart Hall sur les structures de sens dans son article fondateur Codage-décodage et à la faveur de l'apparition du dernier ouvrage d'Iris Bray sur le female gaze, le regard féminin, une révolution à l'écran. Je voudrais proposer donc ici une autre approche de l'intersectionnalité dans le cinéma et les séries. Je me suis principalement attardé ici sur le scénario des séries, leurs personnages et la représentation de ces derniers. Et j'aimerais aller plus loin en vous proposant également d'appliquer ce concept d'intersectionnalité à la réalisation de ces produits culturels. Le male gaze, tel que théorisé par Laura Mulvey, et l'objectivation des corps, notamment féminins, à cause d'un imaginaire collectif et d'une société patriarcale. Le female gaze, tel que théorisé par Iris Bray, n'est pas le contraire du male gaze, qui serait donc l'objectivation des corps masculins, pratique qu'elle qualifie de queer male gaze, mais plutôt une approche diamétralement différente. Pour elle, le female gaze comprend ainsi 6 points. Il faut narrativement que le personnage principal s'identifie en tant que femme, l'histoire soit racontée de son point de vue, son histoire remette en cause l'ordre patriarcal. Et d'un point de vue formel, que, grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice ressente l'expérience féminine, si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé, et le plaisir des spectateurs ou spectatrices ne découle pas d'une pulsion scopique. Donc c'est prendre du plaisir en regardant une personne en l'objectifiant comme un voyeur. Il pourrait donc exister, à la manière du male gaze ou du female gaze, des réalisations reflétant des positions de discrimination. On pourrait alors imaginer, à la façon d'Iris Bray, un black female gaze, un working class gaze, ou même, plutôt que de reproduire éternellement ces caractérisations, de penser tout simplement à un minority gaze, qui se voudrait à l'intersection des différents regards et des différentes techniques de réalisation, et dont la principale spécificité serait d'être éloigné du modèle dominant. Je vous remercie de votre attention.